vent hurle toujours dans ce village, alors que la pluie est encore battante. Le sifflement funeste de ce terrible zéphyr, ainsi que le fracas de l'eau se déversant sur les pavés, sont les seules choses que l'on peut entendre alors qu'on approche de minuit. Toutes les portes sont verrouillées et chaque fenêtre est obstruée, mais cette nuit, personne ne dormira. Seule la lumière blafarde de la lune permet de distinguer les rues désertes de ce bourg que Dieu a abandonné. Seule une femme, une inconsciente, se tient sur le clocher de l'église, à guetter le moindre mouvement suspect, la moindre ombre qui ne serait pas à sa place, le moindre écho qui n'aurait pas dû être entendu. Et cette malheureuse, désignée pour protéger les siens, c'est moi. Cela fait maintenant 3 jours que je suis de garde. 3 jours que je sacrifie mon sommeil pour le bien de celui de mes voisins. Quoique je doute que la douce emprise de Morphée ait pu emporter qui que ce soit cette semaine. Ma tâche est capitale, et je sais maintenant ce qui arrive quand je ne la prends pas au sérieux. Cette blessure me fait encore affreusement mal. Un mal pour un bien, j'imagine. La douleur aiguise mes sens et m'aide à rester éveillé. Cela fait des heures que la nuit était tombée et que je balayais mon regard de droite à gauche. J'avais fixé ce paysage tellement de fois que j'étais persuadée qu'en fermant les yeux, l'image de notre village s'était gravée sur mes rétines. J'attrapais un morceau de pain à côté de moi. Cela faisait des semaines que personne n'avait quitté l'orée de la forêt pour aller chercher de quoi manger. J'aurais donné n'importe quoi pour un peu de viande ce soir. Tailladée par la faim, je m'apprêtais à dévorer mon repas quand je l'aperçus entrer dans la ville. Pas de doute possible, elle était revenue. La chose sauta d'un puissant bond, la barrière qu'on avait dressée autour du village. Avant de passer devant les cadavres de bœufs et de poules, pourrissants, que les autres villageois avaient laissés là, dans un effort vain de satisfaire l'appétit macabre de la créature. D'ici, je pouvais l'observer crapahuter dans les rues du village à la recherche d'une proie. En serrant la Sainte Croix devant moi, je priais pour qu'elle parte d'ici aussi vite qu'elle était venue. Mais je savais pertinemment que le Seigneur ne pouvait rien pour nous. L'avenir de notre communauté était entre mes mains. Allais-je sonner l'alerte, au risque de prévenir la chose que nous étions encore là et causer un autre massacre? Ou allais-je patienter pour que le monstre se lasse de sa traque et nous laisse tranquilles pour cette nuit? Le vent avait amoindri les odeurs et la pluie l'aveuglait sûrement autant que n'importe qui. Ce soir, elle allait partir bredouille après une chasse inconséquente. Il le fallait. Perché du haut de mon clocher, j'arrivais presque à distinguer ce que c'était, tout en étant à une distance de sécurité acceptable. Aussi agile qu'elle était, elle ne pouvait pas sauter aussi haut, et la pluie avait rendu les parois de l'église trop glissantes pour que cette chose puisse grimper. Ça avait une forme vaguement humaine, mais animale à la fois. Trapue et bien plus grande que n'importe qui de ma connaissance. Elle se tenait sur 2 jambes, mais ça lui arrivait de devenir momentanément quadrupède au moment de courir et de sauter. Les mouvements de sa tête trahissaient une certaine intelligence. Ça observait méthodiquement les coins des allées sombres que ça visitait, en levant les oreilles pour essayer d'entendre le moindre bruit. C'était à la recherche de traces d'activité humaine, sûrement pour lui assurer que son gibier préféré n'avait pas encore quitté le périmètre de son horrible battue. En tout cas, c'est ce que je ferais à sa place. J'avais honte de l'admettre, mais j'avais une certaine fascination pour cette bête. J'ai un jour lu un livre qui disait « Celui qui combat les monstres doit prendre garde de ne pas devenir monstre lui-même. Et si vous regardez assez longtemps dans l'abîme vous regardera à son tour. » C'était vrai. Chacune de mes rencontres avec cette créature
m'avait appris quelque chose sur elle. Comment elle traquait, la taille de ses griffes, la hauteur de ses sauts, ses heures de prédilection, et en retour, j'étais persuadée que cette chose en apprenait au moins autant sur moi. Ma blessure d'avant-hier l'attestait. J'arrêtais mes ruminations inutiles quand je vis la chose gratter à la fenêtre de Monsieur Antoine. D'une façon ou d'une autre, le monstre avait deviné que cet endroit abritait quelqu'un. Au bout de quelques minutes, à essayer en vain de déplacer la vitre, la créature fit demi-tour. Un idiot aurait pu penser qu'elle avait abandonné. Mais moi, je savais. Elle ne vivait que pour le plaisir de la traque et la satisfaction de la mise à mort. Et Antoine était tombé droit dans son piège. Le pauvre homme scella son destin en déplaçant l'armoire devant sa fenêtre pour vérifier si la bête était bien partie. Bien sûr, même sous cette pluie torrentielle, la chose avait entendu le meuble être déplacé. Et aussitôt eut-elle entreaperçu la silhouette d'Antoine, qu'elle bondit à travers la fenêtre. Le spectacle macabre auquel j'assistais eut raison de ma détermination. J'aurais voulu sonner l'alarme, mais je ne pus pas le faire. Je ne parvenais plus à bouger, paralysée par la peur. La créature avait hameçonné le pauvre homme dans sa gueule et le traîna à l'extérieur, à travers la fenêtre brisée. S'il ne mourait pas de l'attaque de l'animal, les entailles qu'il subissait en essayant futilement de ramper sur le verre cassé auraient eu raison de lui, de toute façon. Il était condamné. La bête commença par lacérer le dos de l'homme, à l'aide de ses mains difformes pourvues de griffes. Ces choses-là pouvaient en un coup déchiqueter le bois le plus résistant qu'on avait. Mais ça avait décidé de s'amuser. Les coups qu'elle donnait n'étaient pas les tout en soi. Ils ne servaient qu'à assouvir le plaisir sadique de la créature et sa soif de sang. Les cris d'agonie d'Antoine se mêlaient à la tempête, de telle façon que la complainte du vent et les sifflements de cet homme étaient indivisibles. Personne, sauf moi, ne pouvait savoir ce qu'il se passait. Et je suis sûre que cette pauvre victime le savait aussi. Le monstre le retourna pour lui faire face, puis le souleva devant lui, avant de lui agripper le bras et l'épaule droite. Et dans ce que j'imaginais être un bruit craquelant, mêlé à un cri d'agonie, il lui arracha le membre, en tirant doucement sur son bras. Antoine était quelqu'un de résistant, malheureusement, et ne put pas mourir sur le coup. La créature grignota brièvement le bras déchiré, à l'aide d'énormes crocs que je parvenais à distinguer, même d'ici, avant de le laisser tomber. Il s'approcha d'Antoine, qui se tourna vers l'église en agonisant. Comme pour lui donner une dernière chance de rédemption, la pluie se calma et les bourrasques perdirent en intensité. De son dernier souffle, l'homme hurla de toutes ses forces « À l'aide !» avant de se faire transpercer par les griffes de son monstrueux assaillant. Le cri me libéra de ma honteuse lâcheté et je sonnai les cloches pour donner l'alerte. Je crois que la plupart des villageois auraient préféré que je ne le fasse pas. Nous n'étions en aucun cas préparés à combattre une telle créature, sortie tout droit de l'enfer. La cloche sonna et quelques villageois sortirent de leur demeure, armes au poing. Enfin, armes. Nous n'étions nullement guerriers et notre arsenal se composait de torches, faucilles, fourches et autres outils agricoles. Certains avaient des couteaux et des arcs prévus pour la chasse. Mais l'épaisse fourrure noire du monstre, ainsi que son cuir robuste, pouvaient facilement arrêter les quelques lames à notre disposition. Il n'était qu'une quinzaine face au monstre, et ils savaient très bien que leur chance de terrasser la bête était mince. Mais l'appel du devoir, mêlé au désespoir, les poussait à agir. Soit ils vivraient en héros, soit ils mourraient ce soir en défendant leurs compères. Clément, Valentin et Jacques tremblaient de peur, mais il leur fallait agir,
s'ils voulaient immobiliser cette chose. Comme ils étaient les hommes les plus jeunes et donc les plus agiles, ils avaient la lourde tâche de l'attaquer en premier. Ils savaient au fond d'eux que c'était du suicide. Le monstre était prêt à les accueillir et semblait presque content de voir plus de viande se jeter dans la gueule du loup. Bien que les vieillards du groupe agitaient leurs torches dans un effort vain de l'intimider, la chose avançait lentement vers le groupe de soldats d'infortune. L'un des genoux poussa un cri et tenta de se jeter sur la bête, faucille en main. Mais le monstre lui donna un coup à l'aide de ses longs bras effilés mais puissants, ce qui projeta son adversaire à terre et l'assomma. Les deux autres gamins l'attaquèrent en même temps à l'aide de leurs outils. Et l'un d'eux parvint même à embrocher la main de la bête sur sa fourche. Tout ce que ça avait réussi à accomplir, c'était l'énerver. La créature saisissa l'un des jeunes hommes par la jambe et la lui broya par la seule force de sa main qui venait de se faire transpercer, avant de lui briser le crâne en le fracassant sur le sol. Le dernier garçon étant seul, le reste du groupe arriva à son secours. Mathieu, Robert, Marc et Étienne étaient terrorisés, mais parvinrent à donner quelques coups de hache et de couteau à la bête sans se faire blesser, tandis que Paul et Florent arrivèrent à décocher quelques flèches qui firent mouche. Le combat venait à peine de commencer que le monstre avait déjà terrassé la moitié de ses assaillants à l'aide de ses incroyables griffes. La plupart avaient eu la chance de mourir sur le coup, en se faisant décapiter par le monstre d'un coup sec, alors que d'autres gémissaient sur le trottoir en essayant vainement de contenir leurs viscères éparpillés sur le sol. D'autres encore se tenaient la gorge pour retarder leur trépas, imminent qui allait être causé par leur propre sang remplissant leurs poumons. Et certains avaient même eu la lâcheté de retourner leurs propres armes contre eux en se suicidant, pour éviter une agonie plus douloureuse encore. J'étais maintenant à quelques rues de la mêlée. Ma blessure m'empêchait de courir, mais je voulais me battre. Regarder cette chose dans les yeux, avant de plonger ma lame dans son cœur, même si cela devait me coûter la vie. Ça faisait des mois que j'attendais une occasion pareille. C'était ma chance d'en finir une fois pour toutes avec cette chose. Quand j'arrivai enfin devant la demeure de Monsieur Antoine, il ne restait plus que 2 hommes debout, tous deux couverts de sang et ayant leurs vêtements aussi déchirés que leur chair. La perte de mes amis était quelque chose à laquelle je ne m'étais jamais vraiment habituée depuis la venue de ce démon. Mais je me rassurais en me disant que chaque coup que le monstre avait asséné lui avait été rendu au centuple. Il avait une dizaine de flèches plantées dans le dos et un couteau qui lui traversait la rotule. L'un de ses yeux jaunes avait été crevé par l'un de nos valeureux héros, et la chose saignait abondamment par sa truffe et par sa gueule. Je me munis d'une hache abandonnée par terre et me mêla à mes compagnons épuisés par leur duel. J'eus l'impression que l'animal me reconnut en me voyant. Il se dressa sur ses 2 pattes et poussa un hurlement indescriptible, un son qui vous aurait percé les tympans, aussi agréable et strident que des ongles sur un tableau. Alors que nous nous protégions les oreilles de ce funeste ululement pour éviter de devenir fous, la chose sauta sur Étienne et lui arracha la carotide d'un coup de gueule. Bien qu'elle était blessée, elle n'avait pas perdu de son agilité. Paul parvint la frapper à plusieurs reprises, à l'aide d'une masse de fortune, mais la bête ne broncha même pas et continuait à tuer notre ami, lui dévorant le cou. Je saisis ma chance, tout occupée qu'elle était. Si j'agissais vite, elle n'aurait pas le temps d'esquiver le courroux de ma hache. Je levai mon arme bien au-dessus de moi et l'abattis
de toutes mes forces sur le crâne de la créature. Elle gémit et se retourna vers moi. Je recommençai et lui redonna un coup de hache, puis un autre, puis un autre, puis encore un autre, et encore un autre. Je déchaînais toute ma furie sur cette bête qui nous avait tant pris. Chaque coup que je lui donnais était d'une catharsis innommable. Et les sanglots du monstre me donnaient des frissons de plaisir. Il était enfin à ma merci. Et bien que mes mains saignaient à force de frapper cette chose avec tant d'ardeur, je ne comptais pas m'arrêter avant qu'elle ne meure. Malheureusement, le manche de ma hache se brisa et je fus désarmé. Paul avait pris la fuite et je me retrouvai seul devant le monstre qui venait à lui seul de tuer la moitié du village. Il se releva doucement en grognant et en montrant ses énormes crocs. Il se tenait maintenant debout devant moi, son museau ensanglanté, à peine à quelques centimètres devant mes yeux terrifiés. Il ouvrit la gueule en grand, et j'ai pu sentir la chaleur pestilentielle de son souffle sur mon visage. Ma fin était proche. Mes pensées allèrent au Seigneur, à qui je demandais de me pardonner de ne pas avoir pu protéger ses enfants. La créature leva sa patte, prête à me tuer en un coup comme elle l'avait fait, avec tant d'autres avant moi, et le coup partit, mais ne m'atteint pas. C'est dans un ultime soubresaut que cette créature, mi-homme, mi-loup, tomba au sol, vaincue, morte. Je parvins à boiter jusqu'à l'intérieur de l'église, où je pus prévenir le reste du village que le fléau de notre existence était maintenant mort au prix de nombreux sacrifices, et je m'évanouis sur l'un des bancs. Mon combat avait réouvert les plaies de la morsure que le monstre m'avait infligée quelques jours auparavant. Le vent hurle dans notre village, alors que la pluie est encore battante. Le sifflement funeste de ce terrible zéphyr, ainsi que le fracas de l'eau, se déversant sur les pavés, sont les seules choses que l'on peut entendre, alors qu'on approche de minuit. Aucune porte n'est verrouillée, et chaque fenêtre est grande ouverte. Et cette nuit, personne ne survivra. Seule la lumière blafarde de la pleine lune permet de distinguer les rues inondées de sang de ce bourg que Dieu a abandonné. Retranchés dans la cave, la peur peut se lire dans leurs regards. Ils n'osent pas bouger ou même respirer, alors qu'une créature infâme grogne à l'extérieur. Bientôt, on peut commencer à entendre le bruit de ses ongles difformes traînant sur le plancher, juste au-dessus d'eux. L'atmosphère devient électrique alors qu'elle descend les escaliers. Ma famille s'est réfugiée dans un coin sombre de la pièce, dans un effort futile de berner la créature, moi. La mort arrive en un instant, comme ils l'espéraient, et leurs âmes montent au ciel, tandis que je festoie de leur chair et leur sang.